Amis téléspectateurs de Amani TV, bonjour, bienvenue. Encore un plaisir de vous présenter cet entretien. Aujourd'hui, nous recevons Ahmed Khalifa Niass. Vous le connaissez certainement, c'est un homme politique, mais un homme religieux d'abord. C'est également un homme d'affaires, mais un homme influent. Il a été témoin et acteur de plusieurs événements dans ce pays, dans ce continent, en Afrique, mais aussi dans le monde. Ahmed Khalifa Niass, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Pour moi aussi. Très bien. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, docteur, c'est quand vous jetez un regard sur votre parcours, quel sentiment vous anime? Rien de particulier. De toute façon, je l'ai déjà écrit, mon parcours. Le livre est là, on va le fournir. Merci beaucoup. Donc, la deuxième question que j'ai envie de vous poser également, c'est qu'on oublie également une dimension de vous. Vous êtes panafricain. Aujourd'hui, quelle est votre conception du panafricanisme? Oui, nous sommes déjà panafricains, non seulement par les idées, mais par la famille. Parce que je compte des membres de la famille dans au moins une dizaine de pays africains. Où nous avons des consanguinités. Des neveux, des nièces, des sœurs, des cousins, des cousines. Un peu partout. La Mauritanie, la Gambie, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Burkina, le Cameroun, le Tchad, tout ça. Donc nous sommes panafricanistes, donc sur le plan familial et sur le plan des idées. Okay. Et malgré cela, on voit qu'il y a des blocages pour atteindre justement l'unité africaine. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous trouvez comme blocage pour atteindre cette unité africaine? Non, comme le disent certains, il y a un péché originel. Un péché originel? Oui, qui poursuit l'Afrique. Que l'Afrique est le seul continent qui a subi l'esclavage, suivi de la colonisation, suivi du néocolonialisme. Donc, ces trois facteurs réunis sont handicapants. Mais si l'Afrique était laissée à elle-même, elle aurait certainement trouvé son chemin. Et pour parler un peu du néocolonialisme, on sait que plusieurs, en tout cas analystes, pointent du doigt la colonisation comme élément, même si c'est une cause lointaine, du sort en tout cas actuel de l'Afrique. Est-ce que vous en faites partie? Ceux qui pensent que la colonisation constitue en tout cas un élément déterminant sur le sort actuel du continent africain. Mais déterminant, ça ne signifie rien. Moi je dis c'est un élément handicapant. C'est la cause principale? Oui, non, parce que suit l'esclavage est la première chose. La colonisation est la deuxième chose. Le néocolonialisme est la troisième chose, mais les trois s'emboîtent. Sont liés. Sont liés. Donc, ils font que l'Afrique est bloquée. L'Afrique est bloquée à cause de ça. Maintenant, c'est l'Afrique elle-même qui va développer à travers ses filles et fils la voie à suivre pour prendre un niveau supérieur. Pour prendre un niveau supérieur. Et donc, il y a toujours possibilité de penser qu'on peut en tout cas donner à l'Afrique sa place. Oui, seule la pensée peut faire avancer. La pensée? Oui, oui. En Occident, bien des choses ont changé. L'esclavage a changé parce que il y avait des porteurs d'idées qui ont écrit, qui ont monté des pièces de théâtre et qui ont même milité pour que cette chose s'arrête. Donc, idem pour la colonisation. Pour le néocolonialisme, la robe que tiennent les mêmes donc, est tout à fait nouvelle. Et les gens n'ont pas encore le temps de réagir vis-à-vis de ça, de réagir de manière efficace. Parce que la colonisation vous dit je vous colonise, vous n'avez aucune liberté. Voilà. Et le néocolonialisme
c'est plus grave. On ne vous vise pas, on vise vos biens. Les biens de l'Afrique, on vient, on les hypothèque, on les exploite pour 3 fois rien. Et c'est beaucoup plus grave. Parce que ça handicape aussi les nouvelles générations, ça veut dire les jeunes. Et cette situation, c'est aussi, en tout cas, interpelle la responsabilité des hommes politiques, des chefs d'État. Pas seulement des hommes politiques, de chacun. Des intellectuels, par exemple. De chacun de nous, même ceux qui ne sont pas intellectuels. Ou qui sont intellectuels à leur manière. Parce qu'ici, on comprend par intellectuel quelqu'un qui parle français ou qui parle anglais. C'est pas du tout ça. L'Afrique a ses sages qui ne sont pas considérés comme des intellectuels et qui pourtant sont les intellectuels avec un grand I. Et donc, il y va de la responsabilité de chacun pour corriger cette... Oui, chacun. C'est qu'il faut que la conscience collective le prenne sur les idées individuelles. Mais pour cela, il faut quand même des décisions politiques, de la volonté politique de nos États. Oui, mais quand on dit néocolonialisme, les politiques qui régentent les États n'ont pas voix au chapitre. Ah oui. Ils sont robotisés. Oui. Et vous pensez qu'il faut des idées, des pensées pour Non, il faut qu'il y ait une conscience générale, collective. Que chacun, vous savez, l'Afrique, c'est peut-être la moitié de la Chine. Les Chinois sont unis. Donc nous, si on fait comme la Chine, c'est une grande force. Donc il y a un... Mais pour le moment, nous sommes dans le bas-fond. Parce que nous sommes divisés. Oui. Alors, vous avez eu à rencontrer plusieurs chefs d'État, vous avez beaucoup voyagé. Est-ce que, à travers ces discussions que vous avez eues, vous pensez qu'il y a quand même possibilité d'espérer arriver un jour à cette union-là? On ne peut rien attendre des chefs d'État actuels. Ah oui. Ils sont tous robotisés. C'est la personne qui tient la télécommande qui décide de la marche et de la direction de la marche. Et donc, si les chefs d'État, en tout cas, ne peuvent pas solutionner ce sort, c'est vrai que vous avez parlé de la responsabilité de tout un chacun, mais spécifiquement, par exemple, les intellectuels, quel doit être leur rôle dans ça? Ceux qui sont dans les universités. Nous n'avons pas beaucoup d'intellectuels. Nous avons des lettrés, des diplômés, mais pas des intellectuels. Quelle est votre conception d'intellectuel? C'est celui qui produit pour la collectivité des idées novatrices. C'est par le changement. Oui, qui par ses idées, voilà. Et comme ça, bon, même un groupe d'intellectuels peut, certains font avancer la médecine, certains font avancer autre chose. Mais la politique actuelle, les chefs d'État africains sont toujours coachés par les colonisateurs, d'où le néocolonialisme. Voilà. Mais c'est parce qu'il y a une dépendance économique, disons, qui nous lie à ces États-là, qui pourtant... Une dépendance tout court. Dépendance, sur tous les plans. Tout court, oui. C'est une dépendance tout court. Quand un chef d'État africain exprime ses idées, on l'élimine, ou on l'élimine du pouvoir, ou on l'élimine physiquement. Et dans les deux cas, on l'élimine du pouvoir. Donc il ne peut pas prendre des décisions qui nuisent aux intérêts de l'ennemi. Mais à la jeunesse africaine aujourd'hui, qui a soif de changement, qui veut pousser les choses, quel doit être le message donc pour eux? D'abord, apprendre. Apprendre. Oui. Conquérir le savoir. Aujourd'hui, les jeunes en Afrique, ils pensent plus à s'éloigner de la réalité. Par exemple, ceux qui se droguent, qui fument, qui boivent, qui volent. Bon, tout ça, c'est des gens qui renforcent
le néocolonialisme. La jeunesse a un rôle à jouer, mais ne le joue pas. N'est même pas apte à le jouer. N'est même pas apte à le jouer. Et ça me fait penser à votre livre Le marabout et les politiques, dans lequel, en tout cas dans les premières pages, on vous voit dire que on vous voit parler de vos origines pour montrer que vous savez d'où vous venez. Et vous indexez quelque part du doigt à ceux qui, pour la plupart, ne savent pas d'où ils viennent. Quelle est l'importance donc de savoir là où nous venons, dans le processus d'accès, en tout cas d'avoir du savoir? Mais si on ne sait pas d'où on vient, il n'y a que les animaux qui ne savent pas d'où ils viennent. Parce qu'en sont là aussi, ils ne savent pas où ils vont. Ouais, savoir d'où on vient, ça permet de savoir où on va. Ouais. Et donc, pour savoir, il faut surtout savoir ce qui se passe par rapport surtout à nos origines. Les liens dont vous avez évoqué, que vous avez évoqué au début, que nous avons entre Africains, tout ça, ça nous perd souvent. Oui, oui, mais il y a beaucoup de choses à faire. Mais nous voulons toujours dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais il y a surtout à faire. Oui. Aujourd'hui, vous voyez dans la rue des centaines de jeunes qui courent derrière une personne, quelquefois c'est un leader, mais vous ne le verrez jamais, vous ne verrez jamais ça dans un pays sérieux. C'est-à-dire que cette jeunesse-là, chacun d'eux aurait pu être une valeur ajoutée pour son pays. Vous savez, beaucoup de jeunes aujourd'hui se nourrissent de café tout va, parce qu'ils n'ont même pas accès au repas correct. Oui? Il y en a qui trompent la faim en prenant un café. Donc, Tromper sa faim. Oui, tromper sa faim. Donc c'est un problème, je crois que... Mais aussi, c'est parce que cette partie de la jeunesse en question a boudé les écoles. Or, quand on boude l'école, c'est comme un soldat qui s'évade du front. Bouder l'école, c'est comme un soldat qui s'évade du front. Oui. Si les soldats s'évadent du front, il n'y aura pas victoire. For sure. Voilà. Donc, vous pensez donc qu'il faut, à la jeunesse en tout cas, il leur faut apprendre. Oui, oui. Bien qu'il y a une partie non négligeable de la jeunesse, surtout féminine, qui fréquente l'école et qui continue à faire des études. Et c'est important, mais c'est cette majorité qui a boudé l'école. Bouder l'école, c'est une trahison pour sa nation. Il ne faut pas bouder l'école. Oui. L'école est la voie vers la victoire. Et donc, il faut absolument rester à l'école, prendre le temps de se former et faire face aux défis. Voilà. Très bien. Et maintenant, pour parler un peu, en tout cas pour revenir à la jeunesse, on voit des gens comme vous et d'autres qui, en tout cas, peuvent constituer des repères pour eux. Quelle doit être donc la posture de ces gens-là qu'on voit et sur qui peut-être on peut se mirer en tant que jeune? 1. Le savoir. Le savoir. 2. Le savoir. Le savoir. 3. Le savoir. Le savoir. Oui. Vous savez, la vache qui est à côté ne sait pas où elle est. Et même quand elle marche, elle ne sait pas où elle va. Alors, si nous, on ne sait pas où on va, nous n'irons nulle part. Et le pays avec, et l'Afrique avec. Oui. Absolument. Absolument. Donc, j'ai également une question peut-être assez particulière. Quel doit être le rôle du chef religieux dans la scène politique? Oui. Le chef religieux est un membre de la société qui doit aussi travailler à son avancement. Ici, la majorité des gens est musulmane, mais ils enseignent un islam qui n'est plus nulle part, sauf chez eux, ici. Voilà. Une conception de l'islam qui n'est pas forcément... Non, qui est désuète. Parce que il y a le manque de savoir là aussi. Parce que l'islam au Sénégal est un islam dynastique où votre fils
hérite de vous la charge religieuse, même si lui n'a pas de vocation religieuse. Et donc, à partir du moment où il lui suffit d'avoir tel nom et de s'asseoir sur un fauteuil, ramasser l'argent, celui-là ne peut pas faire avancer la nation. Oui. On a besoin d'une nouvelle génération de religieux qui militent pour le progrès. Qui militent pour le progrès. Pour le progrès. Mais cette génération, disons, il y a eu par le passé une génération similaire à celle que vous décrivez là. Oui, oui, les fondateurs, les grands fondateurs, eux, ils étaient un peu anticoloniaux. Moi, mon grand-père, le père de mon père, il s'est battu les armes à la main contre la pénétration. C'est bien El Hadj Abdoulaye Niass. Oui, oui. La pénétration coloniale. Serigne Bamba a fait de même. D'autres aussi ont fait de même. Donc ces gens-là, ils faisaient ce qu'il faut pour faire avancer la nation parce qu'elle était sous domination coloniale. Aujourd'hui, on a une génération religieuse que j'appelle la génération zéro. Génération zéro. 0.0. Voilà. Donc de là à aller, alors qu'il y a des gens qui sont à la sixième génération. Nous, on est encore au niveau 0. Oui. Parce que d'abord, il y a un discours religieux qui voudrait que le religieux promet des chimères, des choses qu'il ne domine pas, telles que le paradis. Alors il ne sait même pas où ça se trouve. Donc là, c'est une chose qui n'est pas bien. Ici, chef religieux, ça arrive un peu avec une star, c'est-à-dire, c'est la même chose qu'un clown. C'est le clown là qui est sur le nez. C'est pratiquement comparable. Il fait rire les gens, voilà. Il fait des acrobaties, qu'il faut que les gens sont fixés sur lui. C'est pas ça son rôle. Ouais. Et justement, les rapports entre chefs religieux et hommes politiques, en tout cas actuellement, comment est-ce que vous décrivez ces rapports? Oui, normalement, il doit y avoir une complémentarité. Complémentarité. Mais il n'y en a pas, parce que pour le cas du Sénégal, les politiques sollicitent souvent les religieux pour accéder au pouvoir, mais ils sont toujours les parents pauvres de ce pouvoir. Il n'y a aucun chef religieux qui siège au Conseil des ministres. Mais pourquoi pas? Vous savez, l'Iran est dirigé par des religieux. Aujourd'hui, on parle d'un progrès dans le domaine atomique, dans le domaine nucléaire. C'est des religieux dans l'action. C'est des religions, oui, qui ont créé ça, qui aujourd'hui négocient avec les États-Unis, quelquefois rejettent leurs offres. Et c'est des religieux. Les religieux au Sénégal peuvent parfaitement faire progresser l'économie. Ils peuvent le faire. Déjà, la cité de Touba est une cité qui a été conçue et réalisée par des religieux. Et qui aujourd'hui est presque la deuxième ville du Sénégal. Oui, c'est que voilà. Et vous êtes homme religieux mais aussi homme politique. Pourquoi le choix de faire de la politique? Ah oui, parce que la politique, c'est les décisions. Comment est-ce qu'on peut laisser les autres Décider pour nous. Oui, je vous donne un exemple. Même un ignare, quelqu'un qui n'a pas plus que le certificat d'études ou le BFM, qui fait de la politique, il peut être nommé directeur d'un hôpital.
Donc, il va commander des médecins et des professeurs de médecine. Il peut les affecter, il peut les annoter. Cette décision-là, pourquoi la laisser à des ignares? Donc, idem pour le religieux. Parce que si vous ne commandez pas en politique, on va vous commander. La politique, celui qui fait la politique, en tout cas qui accède au pouvoir, c'est lui qui dit il faut passer par là, il ne faut pas passer par là. C'est lui qui permet, qui autorise et c'est lui qui interdit. Alors que nous, le prophète qui est notre modèle, n'avait rien laissé aux politiques. Il avait son discours politique, mais aussi religieux, les deux. Moi, je m'inscris dans cette démarche-là. Dans cette démarche. Oui. Et c'est pourquoi vous avez été parmi les membres fondateurs du PDS. Oui. Ensuite, vous avez créé votre parti. Oui. Et jusqu'à présent, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes toujours actif dans la scène politique sénégalaise? À mon âge, non. Non. Je suis un peu à la retraite. D'ailleurs, je crois que notre parti va faire un congrès. Moi, je vais céder le parti aux plus jeunes pour continuer. Moi, tant que je suis là, je vais les guider, coacher. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un peu sur votre vision politique? Ma vision politique, la seule vision est que le Sénégal mérite de profiter de la dotation divine. Dieu l'a doté de beaucoup de choses à la fois. Nous avons une pluviométrie moyenne, mais qui nous permet de faire de l'agriculture à grande échelle. La Guinée à côté a trop de pluie et ne peut pas faire, par exemple, comme nous faisons de l'arachide, des choses comme ça. Bon. Donc nous avons, ça c'est une dotation de Dieu. Potentiel. Oui, mais nous avons la mer avec les possibilités de pêche halieutique. Nous avons aussi le soleil et les plages pour le tourisme. Nous avons beaucoup de mines. Nous avons de l'or, nous avons du fer, nous avons des phosphates, nous avons du zircon, et que sais-je encore. Nous avons 5 fleuves d'eau douce. Sénégal, la Falémé, la Gambie, la Casamance, et même le Salou. Donc, alors que nous sommes un pays à peine de 17 millions. C'est rien 17 millions. Un pays aujourd'hui doit avoir 200 millions d'habitants pour être considéré comme un pays. Donc, c'est l'Afrique qui fait l'affaire, quoi. Merci beaucoup. Mais Amani TV, c'est aussi une chaîne panafricaine. On a bien, pour clore ce débat, cet entretien, en tout cas, nous avons bien envie de vous demander de livrer un message peut-être en Afrique, aux Africains partout où ils se trouvent. Oui, je dis toujours pour l'Afrique, seule l'unité. Même le Coran le dit. Il dit unissez-vous. Si vous êtes divisés, vous n'aurez plus de crédibilité et vous ne réussirez rien. Donc la division, c'est l'échec. Et l'union, c'est la réussite. Aujourd'hui, le pays le plus puissant au monde, c'est les États-Unis. Mais le nom du pays commence par United. Ceux qui sont unis. Il y a 51 États qui sont unis. Voilà. Qui ont un seul drapeau, une seule monnaie, un seul président, un seul congrès, ainsi de suite. Je crois que c'est ça. L'union. Oui. Merci. Nous avions parlé de ça avec Kadhafi jusqu'à le convaincre. Et c'est au moment où il allait lancer une monnaie adossée sur l'or pour l'Afrique qu'on l'a assassiné. Regrettable. Oui, mais l'espoir est toujours là. L'espoir est toujours là. Merci beaucoup, Dr Ahmed Khalifa Niasse. Merci également à vous, amis téléspectateurs de Amani TV, de nous avoir suivis sur cet entretien. C'était un plaisir de vous présenter cet entretien. Et nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique. Thank you.